je suis tout à fait consciente que je dois faire 1000 fois plus d'efforts que quelqu'un de valide pour me faire accepter et que j'ai 1000 fois moins le droit à l'erreur que quelqu'un de valide également. On devrait nous faciliter la vie et je pense qu'on est plus intransigeant et plus intolérant avec la personne porteuse de handicap parce que s'il se passe la moindre chose avec un enfant, on rapportera tout de suite ça au fait que je ne vois pas. Vous écoutez Dans ses yeux, le podcast de l'association Valentin Huy qui vous dévoile chaque mois l'histoire d'une personne aveugle ou malvoyante pour changer de regard sur le handicap. Je m'appelle Anne-Sophie Santis, j'ai 37 ans, j'ai perdu la vue à l'âge de 20 ans et je suis kinésithérapeute dans le service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Jeanne de Flandre du CHU de Lille depuis 3 ans. Alors jeune fille, qu'est-ce qu'il y a ? C'était un rêve pour moi de travailler dans le domaine de l'hôpital. Pourtant, j'y ai énormément été quand j'étais enfant, puisque j'ai été opérée plus de 30 fois pour mes yeux. J'ai été hospitalisée très souvent, donc j'ai vraiment vécu énormément de moments à l'hôpital entre ma naissance et puis l'adolescence. Mais pour moi, je ne me suis jamais vue travailler ailleurs. Et le domaine médical, paramédical, le domaine de la santé ont toujours été des domaines qui me passionnaient. Quand j'ai appris qu'on pouvait être kinésithérapeute en voyant mal ou d'ailleurs en ne voyant pas du tout, ça m'a paru être une évidence. Les hôpitaux n'ont pas du tout l'habitude de recevoir des kinésithérapeutes salariés non-voyants. Sur le CHR de Lille, il y a 3 kinésithérapeutes malvoyants. Je suis la seule kinésithérapeute non-voyante. Et de toute façon, j'ai dû déployer énormément d'énergie à enfoncer des portes qui étaient fermées déjà pour mon embauche et encore plus à mon arrivée. Donc ça a été compliqué. Il a fallu que je fasse mes armes 12 ans sur des hôpitaux périphériques, chose que j'ai adorée. C'était super bien, mais c'est vrai que ça reste une vraie bagarre et il faut vraiment faire preuve de beaucoup de volonté pour réussir à nous laisser montrer ce qu'on sait faire. Elle a 3 semaines. Là, elle est en fin de bronchiolite. Ça fait 15 jours qu'elle est là. Elle est arrivée en détresse respiratoire majeure. Elle a dû être intubée. Et là, depuis ce matin, on a pu enlever la ventilation non invasive et la passer avec une toute petite aide en oxygène. On a vraiment une épidémie de bronchiolite très sévère. J'essaye de la descendre dans sa réserve expiratoire, d'abaisser ses côtes et de remonter son diaphragme pour la faire souffler de façon à ce que s'il y a des sécrétions qui obstruent ses bronches moyennes, inférieures, le fait de la faire expirer, d'augmenter son expiration va lui permettre de dégager ses voies aériennes. Quand je suis arrivée à Jeanne de Flandre, ça a été une grosse épreuve qui s'est étendue sur plusieurs semaines. Bon, alors la déambulation dans les couloirs, la reconnaissance des lieux, ça ne m'inquiétait pas parce que j'ai la chance d'avoir un bon sens de l'orientation et je savais que ça se ferait assez vite. En ce qui concerne la reconnaissance de mes collègues et le fait qu'on me reconnaisse pour mon travail, ça s'est échelonné sur plusieurs semaines. Il a fallu que je rassure, il a fallu que je prouve ce que je savais faire, il a fallu qu'on me laisse faire mes preuves. Et puis moi, j'étais pleine d'énergie. Et puis du coup, j'étais portée par une énorme volonté d'enfoncer cette porte-là. J'ai souhaité faire des gardes comme toutes mes collègues. Lorsqu'on est de garde, on est de garde pour tout l'hôpital Jeanne de Flandre. Et c'est quelque chose qui faisait énormément peur à mes collègues au début. Mais j'ai souhaité le faire et maintenant j'en fais au même rythme que les autres. Pour mon binôme direct de réanimation, elle avait non pas des réticences, mais des interrogations totalement légitimes par rapport à ma pratique et notamment en réanimation, puisque les enfants sont pas stables, sont scopés, il y a des paramètres vitaux à surveiller. Voilà, je savais que ça allait poser des interrogations. Voilà, j'ai pas lâché, j'ai relevé mes manches, j'ai montré ce que je savais faire et j'aime tellement ce que je fais et ça se sent. Et puis pour l'instant, ça se passe bien et puis maintenant, je pense que ma place est faite. On peut constater quand même, là je vais relâcher mes manœuvres, qu'elle a encore ce qu'on appelle un petit tirage sous-xiphoïdien ici et intercostal et une ventilation qui est rapide. Donc ça c'est encore des restes de la bronchiolite, mais on est vraiment maintenant sur des signes mineurs. Ma choupette. D'ailleurs là si elle se maintient avec les petites lunettes, demain tu quittes le service, ma chérie. Oui, tu montes en pneumo avec les copains ?
En réanimation, ce qui est entre guillemets pratique, c'est que tout est très bien rangé et toujours à la même place, donc ça ne me pose pas de problème. J'ai mis en place des stratégies. Bon, déjà, je connais l'organisation des chambres par cœur. En ce qui concerne la surveillance des paramètres vitaux, j'ai sur mon téléphone des applications OCR qui me permettent de scanner des écrans et me restituer vocalement ce qui est écrit, donc aussi bien sur les écrans des respirateurs que des scopes. Je suis en train de préparer le matériel pour pratiquer une DRP, un drainage rhinopharyngé, donc en gros un mouchage. Et donc en réanimation, on a un système d'aspiration qui est branché dans toutes les chambres avec du coup des sondes d'aspiration de différentes tailles et donc de différentes couleurs. Donc moi j'ai appris à repérer au toucher le diamètre de mes sondes et donc leurs couleurs correspondantes. Donc voilà, je préparais mon matériel pour la moucher, cette petite poulette. Je suis hyper concentrée en permanence. Moi, si on me dit quelque chose, je ne l'oublie pas. Les transmissions du matin, je ne les note pas, je les ai dans la tête. Je pense que j'ai une bonne mémoire et je pense que j'ai été forcée de développer mon toucher parce que je n'ai pas l'information visuelle. Mais je ne pense pas que ce soit lié à moi. Je pense que c'est lié au fait que quand on perd un sens, on a les autres sens qui compensent et que j'ai appris à sursolliciter l'ouïe et le toucher. Vous voyez tout ce que je retire de son nez. Et donc ça, moi, je suis capable de sentir ce qui passe dans la sonde et d'évaluer ce qui passe. Là, c'est des sécrétions quand même qui sont épaisses. Je descends vraiment en rhinopharyngé dans l'arrière-nez. Ouais, ma belle. Bah oui. Je sollicite vraiment tous mes sens quand je prends en charge un enfant en n'ayant pas la vue. Et c'est vrai que les valides utilisent beaucoup leurs yeux et du coup se laissent, entre guillemets, les yeux, ça peut aussi parasiter un petit peu de par l'environnement, de par quelqu'un qui passe, de par toutes ces choses visuelles. Et donc ma collègue me disait que maintenant elle s'était mise à ausculter les yeux fermés et qu'elle prenait le temps de poser les mains sur le thorax et l'abdomen de l'enfant pour vraiment se poser et s'imprégner de sa mécanique et qu'elle avait effectivement modifié sa façon de travailler depuis qu'on travaillait ensemble, effectivement. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de... Le fait d'avoir perdu la vue et d'avoir été énormément hospitalisée et opérée me permet, dans ce service dans lequel je suis confrontée à la détresse des enfants et à celle de leurs parents, ça me confère une empathie. Et je pense que mon vécu fait que j'arrive à trouver parfois peut-être plus les mots et que mon empathie face à ces familles qui sont dans une véritable détresse est plus grande. Ça m'a aussi donné, je pense, une certaine maturité face aux épreuves de la vie auxquelles on peut être confronté. C'était Dans ses yeux, le nouveau podcast de l'association Valentin à Huy. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. L'association Valentin à Huy agit depuis plus de 130 ans pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de vivre une vie autonome et épanouie. Pour en savoir plus sur nos missions, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse www.avh.asso.fr. Vous voulez soutenir l'association ? Allez sur www.soutenir.avh.asso.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.